Panorama très complet. La parole est à Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Directeur adjoint, je crois. Ou directeur, je ne sais plus, vous nous préciserez. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis très heureux de vous retrouver. Toujours un honneur pour moi de représenter l'IFRI devant votre commission. Alors, les instructions qui nous ont été données pour cette session par Monsieur Lebeau étaient une carte blanche, c'est-à-dire de faire ce que l'on souhaitait faire. Et je vais essayer de faire une carte blanche avec un chiffre, une image et une citation pour commencer. Le chiffre, c'est 2240 milliards de dollars, qui est le montant de la dépense militaire globale en 2022. Il était, pour mémoire, de 1140 milliards de dollars en 2001. En une génération, la dépense militaire globale a doublé. L'image, c'est celle du capitaine Ibrahim Traoré, béret rouge vissé sur la tête, à la tribune du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, déclarant, je cite, « Nos grands-parents ont été déportés pour sauver l'Europe. C'était pas avec leur consentement. » Fin de citation. La citation, c'est celle extraite du long discours du président de la République aux ambassadrices et aux ambassadeurs. Je cite, « La Russie ne doit gagner cette guerre parce qu'alors ce serait l'instabilité sur le sol européen et parce qu'alors ce serait la fin de toute confiance dans les principes du droit international. » Je crois que ce chiffre, cette image et cette situation devraient nous convaincre de la gravité de la situation. Et je partage avec Jean-Marie Guéhenno, malheureusement, le constat que les opinions occidentales ont aujourd'hui le spectacle de la guerre, mais non la guerre elle-même. Au fond, elles mènent un combat à distance sans croire vraiment à la guerre. Et je crois que nous avons tort de nous considérer à l'écart. Je vais essayer de l'illustrer en trois volets. D'abord, en retraçant des grandes trajectoires. Ensuite, en vous proposant un focus sur la guerre d'Ukraine. Et enfin, en finissant par les enjeux qui, de mon point de vue, sont devant nous pour la France. Les grandes trajectoires, c'est d'abord l'évolution de la relation entre la Chine et les États-Unis, une rivalité stratégique qu'on pourrait résumer ainsi dans le domaine économique, découplage impossible, mais coopération improbable. Nous sommes face à une arsenalisation des échanges, aussi bien du côté américain que du côté chinois, et nous sommes face à une situation tout à fait inédite où les deux premières économies mondiales sont devenues protectionnistes et contournent ouvertement l'Organisation mondiale du commerce. L'administration Biden a pris un train de décisions extrêmement structurantes qui rappellent la centralité des États-Unis à partir du moment où ils ont une administration cohérente. Premièrement, février 2022, le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie. Août 2022, le paquet législatif pour des investissements publics massifs à travers l'Infrastructure Investment Job Act, Chips and Science Act, Inflation Reduction Act. Octobre 2022, le contrôle des exportations technologiques vers la Chine. Et plus récemment, en août 2023, la restriction des investissements technologiques en Chine, avec toutes leurs conséquences juridiques. Du côté chinois, nous avons été surpris par la réouverture du jour au lendemain, décidée par le président Xi, le 20e congrès qui n'est pas celui de la déstabilisation, mais de la reprise en main caractérisée du système chinois, et également le recours à des sanctions de plus en plus prononcées de la part de la Chine vis-à-vis de certains pays, en particulier d'un pays comme la Lituanie. Deuxième trajectoire, c'est celle de l'Union européenne face à la guerre d'Ukraine. Comme vous le savez, la Russie a longtemps été un sujet clivant au sein de l'Union européenne, entre, pour simplifier à outrance, des pays d'Europe du Nord et de l'Est favorables à une position de force et des pays d'Europe de l'Ouest et du Sud plus favorables à une coopération. Ce clivage a produit un message politique brouillé après l'annexion de la Crimée, considéré au fond comme un incident sans importance dans certaines capitales, dont la nôtre, avec quelques sanctions
et des tentatives de réengagement, pour reprendre le terme à la mode, qui a été un échec. Réengagement tenté également par les États-Unis, je le rappelle, sous l'administration Obama. En revanche, l'Union européenne a su à la fois créer et maintenir une unité dans le soutien à l'Ukraine, avec la constitution de nouveaux instruments, je pense par exemple au Fonds européen de défense. Mais l'Union européenne est dans une situation d'échec stratégique, dans la mesure où sa politique de voisinage, qui visait 6 pays, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est une politique, au fond, où nous avons aujourd'hui 6 conflits dans chacun de ces pays. Avec le dernier en date, qui est réactivé, celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et la question de savoir si l'Azerbaïdjan va s'arrêter là. Si la réponse était négative, quelle serait l'attitude des Européens? Et ça, c'est à mon avis un sujet 2023-2024. J'ajoute un autre sujet 2024, à mon avis, peut-être là aussi pour l'effort d'anticipation qui doit être le nôtre, la perspective de l'élection américaine, très attendue à Moscou, puisqu'au fond, les calculs plus ou moins pertinents sont les suivants. Un candidat républicain pourrait remettre en cause le soutien à l'Ukraine. Je pense que c'est la grande question, en fait, pour les Européens, s'ils considèrent qu'ils ont une autonomie stratégique. Quelle devrait être l'attitude par rapport à l'Ukraine en cas de réduction ou d'arrêt du soutien américain à l'Ukraine? C'est sur cette question que l'autonomie stratégique européenne se décidera. Troisième trajectoire, c'est évidemment, Pascal Boniface en a dit un mot, l'évolution du reste avec ses différents formats. Le format BRICS, élargi à 6 nouveaux membres à partir du 1er janvier 2024, qui correspond à un succès diplomatique de la Chine. Le format G20, qui correspond à un succès diplomatique de l'Inde. Ces formats ont fait l'objet de nombreux commentaires. Je voudrais juste souligner le rôle, à mon avis, de plus en plus important de puissances moyennes, au premier rang desquelles figurent l'Inde, Israël, la Turquie, l'Arabie saoudite et les Émirats, qui cherchent à exploiter leur neutralité pour, au fond, tirer des bénéfices des 2 camps créés par la guerre d'Ukraine. La Turquie vend des armes à l'Ukraine, mais négocie un accord céréalier qui n'a pas été renouvelé, comme vous le savez. L'Inde achète ses armes à la Russie et du pétrole bradé. 2 exemples parmi d'autres. Donc ces trois grandes trajectoires, États-Unis, Chine, Europe et puis le reste, se font effectivement aussi dans une situation d'accélération de la dégradation environnementale sur laquelle je pourrais revenir, mais qui mettent les enjeux de l'agenda dit global en haut des priorités, ou devraient mettre les enjeux de l'agenda global en haut des priorités. Le deuxième volet, c'est la guerre d'Ukraine, qui a commencé, je le rappelle toujours, en février 2014 par l'annexion de la Crimée. Elle a désormais une dimension globale qui s'explique par 3 éléments principaux. Le premier, c'est qu'elle oppose 2 puissances agricoles. La Russie et l'Ukraine représentaient, avant février 2022, 30% des exportations mondiales de blé. En 2016, je le rappelle, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Et au fond, vous avez désormais une instrumentalisation tout à fait assumée par la Russie des approvisionnements alimentaires et du thème de la famine. Le thème de la famine redevient un sujet dans le discours politique de la Russie, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. L'ambition de la Russie, c'est d'évincer l'Ukraine du marché du blé, et c'est d'attaquer à terme des positions établies comme celles des États-Unis et de l'Union européenne sur un certain nombre de marchés, en particulier l'Algérie. Deuxième point de la dimension globale, la rupture de la relation énergétique entre la Russie et l'Union européenne, qui a des conséquences directes pour le modèle économique allemand, qui oblige les Européens à diversifier leurs approvisionnements et qui crée un choc énergétique dont l'inflation est un des reflets. Troisième point de cette dimension globale, c'est que nous sommes, avec la guerre d'Ukraine, retournés dans une ambiance nucléaire.
l'agitation de la rhétorique nucléaire par le Kremlin est présente depuis février 2022. Et j'insiste sur ce point parce que le désintérêt du reste pour cette guerre d'Ukraine, qui est effectivement régulièrement soulignée, peut être corrigé par cette dimension nucléaire. C'est-à-dire que quand on explique à ces pays qu'en réalité nous sommes face à une crise nucléaire, avec un membre permanent du Conseil de sécurité, puissance dotée, qui exerce un chantage nucléaire, il y a là évidemment un sujet également pour eux. Les objectifs de la Russie de Vladimir Poutine restent inchangés. Il s'agit premièrement d'asservir l'Ukraine, deuxièmement de reconstituer ce que la Russie appelle, le Kremlin appelle Novaya Rossiya, c'est-à-dire ces terres d'empire, et enfin d'essayer d'abattre ce que le président Poutine appelle l'Occident collectif, en insistant en cassant au fond la relation transatlantique et en suscitant des divisions entre Européens. La Russie, comme vous le savez, se présente désormais comme un État civilisation. Et pour l'illustrer, je voudrais citer le président Poutine en février 2023. Je cite, « Des millions de gens en Occident se rendent bien compte qu'on les mène droit vers une catastrophe spirituelle. Les élites, pour le dire en toute honnêteté, deviennent complètement folles et ce mal ne me semble pas curable. Ceci dit, c'est leur problème, ça les regarde. De notre côté, le devoir que nous avons est celui de protéger nos enfants et c'est bien ce que nous avons l'intention de faire, protéger nos enfants de la dégradation et de la dégénérescence. » Fin de citation. L'Ukraine, quant à elle, sent très bien que la sympathie à son égard est en train de s'éroder et sent très bien la versatilité des opinions occidentales. Cette prise de conscience a notamment été exprimée dans les différentes prises de parole du président Zelensky récemment. Je cite en septembre 2023 à l'Assemblée générale des Nations unies. « Alors que les armes nucléaires restent en place, la destruction massive prend de l'ampleur. L'agresseur a recours à de nombreuses autres armes qui sont utilisées non seulement contre notre pays, mais aussi contre les vôtres. Les objectifs de l'Ukraine sont premièrement de recouvrer sa souveraineté en ciblant prioritairement la Crimée, de se doter d'une industrie d'armement pour gagner en autonomie en cas d'arrêt du soutien occidental et évidemment de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Alors dans ce contexte général, troisième et dernière partie, quels sont les enjeux pour la France dans une perspective de court et de moyen terme qui vous occupe? Premièrement, évidemment, la situation intérieure de notre pays, sur laquelle je ne vais pas faire de long développement, mais la situation d'appauvrissement qui est la nôtre, compte tenu de l'état de notre commerce extérieur. La situation provoquée par l'inflation et notre niveau de dette, qui correspond à un niveau de dette de guerre, alors que nous ne sommes pas en guerre, 3 000 milliards. Et au fond, ce qui est en jeu, c'est la compétitivité de notre appareil productif, compétitivité s'inscrivant dans la compétitivité européenne, laquelle s'est très sévèrement dégradée par rapport à celle des États-Unis. Deuxième enjeu, c'est, et vous y avez consacré un nombre important d'heures, je crois, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2024-2030, qui, dans sa lecture géopolitique, j'ai eu l'occasion de l'exprimer devant une autre commission, est un pari que je qualifierais d'assez optimiste sur le maintien d'un état de paix, que nous souhaitons tous, mais qui pourrait être évidemment perturbé par un certain nombre d'événements. La LPM, à mon avis, dans sa mise en œuvre, doit veiller à garantir l'endurance stratégique dans laquelle nous sommes engagés à cause de la guerre d'Ukraine, les éventuels effets de la dégradation inévitable de la situation sécuritaire en Afrique subsaharienne, et puis évidemment des enjeux liés à la protection de nos DROMCOM, entre autres choses. Troisième et dernier point, l'enjeu, je pense, pour la France, c'est aussi notre positionnement au sein de nos alliances, qui, de mon point de vue, doivent être chéries en période de gros temps géopolitique.
Au sein de l'Union européenne, je l'ai dit, l'Allemagne est en train de réinventer son modèle géoéconomique et je pense que la France va devoir réinventer son modèle géopolitique compte tenu des événements récents en Afrique. Au fond, pour reprendre la formule de Guillaume Garnier dans une étude récente de l'IFRI sur la place de la France dans l'OTAN, nous sommes face à une poupée gigogne de sécurité. La grande poupée, c'est l'Alliance. La poupée intermédiaire, c'est le pilier européen. Et la petite poupée, ça reste les armées françaises. Et donc, c'est la cohérence et le maintien de cette poupée gigogne dans un contexte de grandes difficultés franco-allemandes qui, à mon avis, doit nous occuper. Je finirai, Monsieur le Président, cette présentation avec un dernier mot en disant que, de mon point de vue, nous sommes face à une accélération qui nous est défavorable, car nous sommes une puissance du statu quo, et que nous devons, à mon sens, nous préparer à des ajustements brutaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le directeur.